distraire un peu, si vous voulez. Vous avez l'air de vous ennuyer. Tu connais une chanson? Oh, pas bien, je m'oublie une partie en général. Il faudrait que j'en trouve une qui soit adaptée. Ah ben j'attends qu'on... Ah ben, on attendait le signal. Voilà. Bien, je ne fais pas de présentation. Éric le fera si... Non, je n'ai pas besoin de me présenter, oui, un peu. Non, pas obligatoirement, mais je veux bien le faire s'il faut. Bon, je suis enseignant-chercheur ici, AgroSup, un peu à Éduterre. Je m'intéresse depuis longtemps à la formation professionnelle et principalement, je dirais, au processus d'apprentissage professionnel, dans le travail et par le travail, dans la formation par la formation. Et je suis plutôt inscrit dans un courant qu'on appelle la didactique professionnelle, qu'on définit comme l'analyse du travail pour la formation, que je dirais maintenant aussi l'analyse de la formation pour le travail. Là, j'ai un retour désagréable, mais pour vous aussi. Ça va s'arranger. Voilà, alors j'ai essayé de répondre à la commande d'Éric. Et j'y réponds. Je voudrais prévenir tout de suite d'une chose. Je dirais, Éric m'a parlé très vite de compétences et d'évaluation. Et en fait, je parlerai de compétences et d'évaluation uniquement à la fin. Et très peu. Mais en réalité, j'en parlerai beaucoup. Premièrement, pour ceux qui me connaissent, en tous les cas, l'analyse du travail et la didactique professionnelle disent toujours une chose, c'est que la question des compétences professionnelles, je dirais, elle est toujours à poser à la fin. C'est-à-dire que l'idée d'analyser le travail pour la formation, ça suppose d'abord de s'intéresser aux situations de travail, qu'est-ce qu'elles sont, avec quoi les gens ont à agir. Deuxièmement, ça suppose de s'intéresser à l'activité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en termes de raisonnement, de pensée, d'action, pour des professionnels ou de futurs professionnels. Et puis c'est peut-être qu'à la fin, quand on a un peu fait le point sur tout ça, qu'on peut se prononcer sur les compétences, les capacités, les connaissances, les aptitudes, enfin toutes ces choses-là avec lesquelles on a bien du mal. Donc je propose de suivre ce mouvement et éventuellement de conclure sur compétences et de conclure sur évaluation à la fin. Sur l'évaluation, c'est la même démarche. Quand on construit un dispositif d'évaluation, on essaie de le construire dès le début, comme nous apprennent tous les théoriciens d'évaluation et tous les praticiens. Mais en même temps, l'évaluation, c'est quelque chose d'après-coup. Ça suppose qu'on sache un peu des choses sur qu'est-ce qu'on veut évaluer, dans quelles conditions, etc. Et donc, je parlerai de l'évaluation aussi tout à la fin. Il n'y a qu'une diapo sur l'évaluation. Et il y en a beaucoup sur d'autres choses. Pourquoi situation? Alors, je vais donc parler beaucoup des situations et de l'activité. Pour moi, c'est mon noyau théorique de base. Ce mouvement entre des gens, des personnes, des professionnels, des situations, et puis au milieu, dans l'interaction entre les situations et les professionnels, il y a de l'activité.
Donc j'essaierai de définir un peu tout ça. Et puis j'ai évidemment pris un point de vue, hein. Je ne vous parle pas de tout ça de façon, en dehors du monde. L'approche et le point de vue, c'est le point de vue de quelqu'un qui s'intéresse à la formation. Et quand j'ai préparé ça pour vous, c'est donc un point de vue aussi qui vise à ce que ce soit utile pour penser les choses et puis éventuellement agir dessus. Donc je ne parle pas des situations en général, ni de l'activité en général, ni du travail en général, mais dans les situations de formation professionnelle ou dans le monde de la formation professionnelle. Ça a beaucoup d'importance parce qu'on ne définit pas les choses de la même manière selon le point de vue qu'on adopte. Et puis j'ai une dernière partie, si vous n'êtes pas lassé ou si je ne suis pas lassé, où finalement je parle aussi de situations d'apprentissage et de processus d'apprentissage, en me disant qu'on ne peut pas raisonner les questions de formation et les questions d'évaluation sans se préoccuper de processus d'apprentissage. Et donc j'énoncerai un certain nombre de choses en relation avec ça. Vous en ferez ce que vous voulez, mais il m'a semblé nécessaire de l'introduire. Alors, pourquoi situation, ça peut intéresser les gens qui se préoccupent des compétences? Tout simplement parce que, d'une certaine façon, il y a eu à peu près ce avec quoi beaucoup de gens sont d'accord, c'est que la notion de compétence, elle est étroitement liée avec le caractère situé, un caractère situé. Quand on parle compétence, on parle situation d'une certaine manière. Même si les gens n'utilisent pas toujours le terme, ça veut dire qu'on est compétent dans une tâche, dans un environnement, dans un contexte, dans une situation ou dans une classe de situation donnée. Compétence, c'est vraiment le pendant de situation, ou plutôt situation, c'est le pendant de la notion de compétence. Alors, ça s'opposerait, mais vous savez bien qu'il y a des débats puis des définitions différentes aux idées où peut-être que des capacités ou certaines connaissances, etc., seraient plus liées à quelques tâches, à des objets, etc., tandis que situation et compétences sont liées à des ensembles. Compétence est liée à l'ensemble qui est constitué par une situation, et situation correspond à cet ensemble qui est défini par la notion de compétence. Je passe là-dessus, puisque ce n'était pas le plus important. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Voilà. Donc, j'ai mis pour commencer situation de travail, situation de formation, situation d'évaluation. Si je les ai écrits toutes les trois, si je vous les présente toutes les trois ensemble, c'est parce que dans l'idée de la didactique professionnelle, en tous les cas, il y a une correspondance étroite entre ces trois catégories de situations. L'idée qu'on développe dans la didactique professionnelle, c'est bien cette idée que, en formation professionnelle, ce ne sont pas les savoirs des disciplines, les savoirs des sciences ou les savoirs des techniques, ni même les procédures qui sont premières, ce sont les situations. C'est-à-dire que l'objectif de la formation professionnelle, c'est un point de vue qu'on peut discuter bien évidemment, c'est de préparer les gens à se débrouiller avec des situations de travail, à maîtriser les situations de travail, à trouver des moyens d'agir, des moyens de penser les situations. Et donc, si c'est la finalité de la formation professionnelle, on a intérêt à penser les situations de travail, puisque c'est ce avec quoi les gens auront affaire dans leur boulot, ou c'est à quoi ils ont affaire dans leur boulot. Deuxièmement, les situations de formation, on a intérêt à les penser en relation avec les situations de travail, et les situations d'évaluation, évidemment, en relation aux situations de travail et aux situations de formation. Donc il y a une correspondance étroite entre les trois catégories de situations. Alors, définition de situation. Je n'ai pas une définition. Vous savez bien que dans les questions de travail ou les questions de mondes sociaux, il est extrêmement difficile d'avoir des notions qu'on définit précisément. Et surtout qu'il faut parfois plusieurs définitions pour arriver à cerner la notion. C'est comme ça que j'ai procédé. Alors, première définition de situation, c'est un environnement expériencié, ou qui attend de l'être. Ça veut dire fondamentalement, j'utiliserai la notion de situation avec vous comme sorte de synonyme d'environnement avec lequel des individus sont en activité. Alors, si on précise un petit peu, c'est ma première série de définitions, une situation, c'est quoi? C'est une part de l'environnement, du monde, d'une société donnée, auquel des personnes ont ou auront affaire. En fait, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est affaire avec 2 F. Vous m'excusez, je me suis un peu embrouillé là. Ils ont affaire à.
ils ont affaire à une part de l'environnement professionnel. Et j'insiste sur les deux autres points que j'ai mis en caractère gras, c'est ce avec quoi des gens ont ou auront affaire. Et leur le avec est très important. C'est un point qu'on a plutôt développé récemment. Ce n'est pas seulement ce avec quoi je dois compter quand je travaille, c'est le fait que dans l'environnement qui est le mien, ou l'environnement qui est le mien, partage l'action avec moi. D'une certaine façon, un professionnel, il doit agir avec la situation et d'une certaine façon coopérer avec la situation pour pouvoir atteindre ses buts. Donc il y a cette idée de avec, me paraît extrêmement important. Deuxième élément, c'est ce sur quoi les professionnels ont à agir ou auront à agir. Donc c'est avec quoi et sur quoi, puisque la situation de travail, dans une certaine mesure, on la transforme. Alors, on la transforme, c'est ce que j'écris par la suite, hein, on la transforme parce que c'est le but de la situation, parce que c'est ce qu'on demande à quelqu'un, c'est de transformer la situation pour obtenir certains résultats. Mais c'est aussi, et c'est une chose qu'on oublie un peu et qu'on ne trouve par exemple jamais explicitement ou très peu explicitement énoncé dans les fiches de poste, dans les définitions de poste, dans les référentiels, c'est qu'une partie de l'activité des individus consiste à organiser leur environnement pour pouvoir faire leur boulot. Par exemple, je déploie personnellement beaucoup d'activités pour éviter de rencontrer des gens qui me demanderaient de faire quelque chose, ce qui me permet de pouvoir faire ce que j'ai à faire. C'est une activité qui me prend du temps et beaucoup de ruses pour arriver à la réaliser. Ce n'est pas une plaisanterie. Beaucoup de professionnels ont à se débrouiller avec leur environnement pour pouvoir réussir à faire le travail qu'ils ont à faire. C'est quelque chose qui évoque beaucoup de choses à tous les gens qui ont des fonctions de direction. Comment on se débrouille pour mettre à sa main la situation pour pouvoir réaliser le travail qu'on a à faire. On le trouve dans tous les genres de métiers, toutes les activités de travail, on trouve des choses comme ça. Donc il y a bien, j'agis sur la situation pour la transformer parce que c'est le but qu'on me fixe. Et puis deuxième chose, j'agis sur la situation pour la faire à ma main. À la fois parce que sinon je ne peux pas travailler, mais aussi pour l'adapter à sa personnalité, à ses capacités, etc. Et ça fait partie de la professionnalité ou de la professionnalisation si on parle comme ça. Je continue. Définition, situation, environnement. Alors, on peut la définir aussi comme une forme sociale. Aller chez le coiffeur, c'est une forme sociale. Être coiffeur, recevoir les clients quand je suis coiffeur, c'est une forme sociale. Faire le shampoing, c'est une forme sociale à l'intérieur d'une forme sociale. Deuxième élément que je vous propose là, c'est une certaine unité. Une situation, ça a une certaine unité qui est à peu près identifiée, à peu près reconnue, à peu près désignable dans un monde professionnel donné. Quand on parle avec des professionnels, ils finissent par définir des entités, des unités, avec certains mots, qui sont à peu près les mêmes, qui ont à peu près le même périmètre pour les uns et les autres. Je dis beaucoup d'à peu près, vous entendez bien, parce que ce n'est jamais tout à fait des choses complètement carrées avec des périmètres définis. Et c'est même vrai pour les postes qu'on appelle les postes tayloriens, c'est-à-dire relevant de l'organisation du travail taylorienne, très découpée, avec tout très défini, etc. Le périmètre de ces unités que sont des situations garde toujours une part de flou, et plus ou moins flou selon les situations professionnelles. Alors, correspondant à l'unité sociale, c'est une certaine unité d'action. Je dirais que l'action est généralement confiée à une personne dans les situations de travail, ou à une équipe, si on prend l'unité de l'action. Donc il y a bien une unité de situation qui correspond à une unité d'action. Parce qu'il y a une certaine unité de production. Il y a quelque chose à produire, un service, un produit, etc. Donc, quand je vous énonce tout ça, ce n'est pas seulement pour l'énoncer sur un plan théorique. Chacun des éléments peut contribuer à cerner ce que sont les situations quand on cherche à les reconnaître dans le monde professionnel. Parce que ces mots-là et ces idées-là que je propose ici, dans le dialogue qu'on peut avoir avec des employeurs, avec des représentants de branches, avec des professionnels, ils peuvent nous servir à essayer de cerner avec eux les situations, le périmètre des situations, les unités de situation, etc. Une situation, maintenant je vais en faire une définition analytique. J'ai essayé de faire une situation, j'ai de faire des définitions qui cernent un peu la notion. Maintenant je vais faire une définition analytique, c'est-à-dire que je vais analyser ses constituants. Mais en analysant ces constituants, évidemment, je contribue à définir la situation elle-même. D'abord, c'est finalisé.
Ça veut dire que ça a des buts, mais fondamentalement, une situation professionnelle, elle a une fonction. Et elle a une fonction qu'on ne peut pas penser toute seule. On est obligé de la penser dans un ensemble, soit un processus de production, soit un système plus large dans une société. Que je prenne le coiffeur ou la personne au contrôle de l'embouteillage, au sens de remplir des bouteilles, puis de faire une production d'eau minérale, par exemple, la situation, elle a une fonction dans un processus plus large. C'est-à-dire que ces buts sont indissociables des buts du processus plus large ou des buts du système de travail ou de système de production plus large. Toujours situation environnement. Presque dans tous les cas, on peut lui trouver un espace. Cette situation, elle correspond à une délimitation spatiale, mais une délimitation spatiale, le mot est toujours compliqué, espace, puisqu'on l'utilise dans plusieurs sens. Normalement, il n'y a pas un petit point au début. C'est un espace topologique, c'est-à-dire il y a des lieux. C'est pratique pour découper les situations. Parfois, ça se passe dans une certaine unité de lieu. Alors, parfois, l'unité de lieu, c'est un déplacement. Un chauffeur-livreur, il y a plusieurs lieux possibles pour définir des situations du chauffeur-livreur ou du travail des chauffeurs-livreurs. Mais en même temps, l'espace fondamental du travail du chauffeur-livreur, c'est du déplacement. Donc, c'est des espaces différents. Les espaces, c'est les espaces institués, les espaces institutionnels. C'est-à-dire, non seulement ça se passe dans des espaces topologiques, des lieux, mais ces lieux, ils sont institués. C'est-à-dire, ils relèvent de structures institutionnelles d'État, institutionnelles privées, d'institutions culturelles, peu importe, d'institutions de travail. Il y a des institutions. Et troisième point, les situations, c'est des espaces organisationnels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la situation, elle s'inscrit, comme je disais tout à l'heure, dans des processus de travail ou dans des formes organisationnelles particulières qu'il est toujours intéressant de chercher à identifier ou de faire travailler en formation, puisque, en complément de ce que je disais tout à l'heure, non seulement ce que je vous propose, c'est une théorie, c'est des éléments d'analyse, mais on peut considérer que si on se préoccupe de formation ou si on se préoccupe d'évaluation, tous les éléments composant une situation, on peut faire l'hypothèse dans tous les cas, devraient faire l'objet de formation. Puisqu'on peut considérer que si quelqu'un est amené à devoir maîtriser des situations, il est important pour lui d'identifier les différents éléments constituant la situation avec laquelle il doit agir. Donc, chacun de ces éléments-là, qui ne prétendent pas être complètement exhaustifs, constitue d'une certaine manière des éléments de la formation, ou des éléments pour la formation, ou des éléments potentiels pour la formation. Je ferai une petite pause pour expliciter si vous avez besoin juste après. Le point suivant, je reconnais que j'ai été un petit peu laconique. Il y a des dimensions temporelles dans les situations, et notamment dans les situations de travail, bien évidemment. On pourrait les prendre de différentes manières, autant en rythme de travail qu'en durée de travail, contre alternance de différentes occupations tout au long du travail, etc. etc. Là, on ne va pas le développer dans le temps qui nous est imparti, sauf si vous le souhaitez, mais les dimensions temporelles sont évidemment des éléments ou des facteurs avec lesquels quelqu'un doit agir, auxquels il doit s'adapter, ou qu'il doit contribuer à modifier ou adapter pour pouvoir faire son travail, ou qui font partie fondamentalement du travail et de la structure du travail lui-même. Je continue sur situation environnement et sur les constituants des situations. Le cadre organisationnel, je voudrais le développer un tout petit peu. Je parlais d'une organisation. S'intéresser à une situation de travail, c'est s'intéresser à un moment donné à son cadre organisationnel. Alors, c'est une évidence, mais en même temps, quand on a la chance de pouvoir observer, par exemple, 3 professionnels qui exercent soi-disant la même activité dans 3 entreprises ou 3 structures professionnelles différentes, on s'aperçoit que même parfois, quand les structures pensent qu'elles sont organisées de la même manière, que le cadre organisationnel diffère beaucoup. Et la compréhension des cadres organisationnels fait partie à la fois
des objectifs de ceux qui analysent le travail ou qui s'intéressent à un travail donné, mais évidemment fait aussi partie des objectifs que des formateurs, des enseignants peuvent se donner pour aider ceux qui apprennent à construire des possibilités de comprendre le cadre organisationnel, voire de le modifier, de s'y adapter, de travailler dessus, de travailler avec, en tenir compte, etc. Alors, je rappellerai que d'abord, un cadre organisationnel, c'est une place dans un processus de travail. Une organisation du travail, c'est d'abord un découpage du travail, avec un ensemble de tâches qui sont élaborées dans l'organisation et par l'organisation pour arriver à produire le service ou le produit final. Et donc, une situation de travail, elle a une place dans un processus. Et ce qui est très important, ce n'est pas seulement qu'elle ait une place dans un processus, c'est que dans un processus, il y a de l'amont et de l'aval, et qu'il y a des relations entre cette situation de travail et celles qui viennent avant, celles qui viennent après, et éventuellement celles qui vont en même temps. Et que, comme vous le savez, quand on définit des emplois, ou quand on définit parfois des référentiels, ou quand on fait de la formation, on fait beaucoup de formation, je dirais, je dirais que souvent on pense les emplois comme des emplois un peu indissociés, au contraire trop dissociés de l'environnement. C'est-à-dire on pense les emplois comme s'ils étaient en dehors des processus de travail, en dehors du collectif, en dehors des relations avec les autres emplois et les autres activités. Et il me semble essentiel de restituer cette idée que tout emploi, et donc toute tâche et toute situation de travail, s'inscrit dans un processus et entretient donc des relations avec l'amont, l'aval et le à côté. Et que le développement professionnel des individus consiste aussi à se représenter l'ensemble des relations que son activité entretient avec l'activité d'autres personnes. L'ensemble des relations que sa situation entretient avec les autres situations de la production et du système de production. C'est une chose, là aussi, qu'on connaît, mais qui ne me semble pas suffisamment prise en compte dans beaucoup de situations. Une situation, c'est des prescriptions. Alors ça, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui circule beaucoup dans le monde de la formation, dans le monde du travail, etc., la question des prescriptions. Alors, je rappellerai que des prescriptions, il y en a de deux grandes natures. Les prescriptions but, c'est-à-dire ce que l'on doit produire, le résultat que l'on doit atteindre. Et puis les prescriptions procédures, c'est-à-dire le comment on doit faire. Donc les prescriptions, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit parvenir à faire, et les procédures, comment on doit faire. Ou des orientations parfois. J'ai mis orientation parce que dans un certain nombre de prescriptions, c'est à la fois un peu du comment faire, un peu du quoi faire, d'une façon un peu floue, plus ou moins floue. Et les prescriptions, ce n'est pas des choses qui sont en l'air, c'est aussi ce à quoi les gens ont affaire, ce avec quoi ils doivent faire, ce qu'ils doivent être capables d'interpréter, de raisonner. On s'aperçoit dans les situations professionnelles qu'une partie des prescriptions ne sont jamais travaillées, ni en formation, ni au moment de la prise de poste, que les prescriptions circulent plus ou moins bien et ne sont pas très connues par les gens, et d'autre part sont très peu, sont interprétées, et que le processus d'interprétation des prescriptions n'est que très rarement guidé par les organisations du travail, et fait assez rarement l'objet de ces séquences de formation dans les formations professionnelles. Bon, évidemment, dans ce cadre-là, il y a les résultats qui sont très liés au but, performance, si vous voulez, à atteindre, et puis des tâches à réaliser en fonction du processus de travail. Je continue sur situation environnement. Au fond, une situation, c'est quoi? Et le travail, c'est quoi? C'est agir sur des objets ou sur des phénomènes sociaux, des phénomènes naturels, des phénomènes techniques, peu importe. Et il y a de l'activité sur ces phénomènes. Alors, on peut transformer les objets, ça c'est classique de la transformation. Par exemple, on prend avec du lait, on fait du fromage, voilà un bel exemple de transformation des objets. Et on agit sur des phénomènes naturels, qui vont produire du lait, qui vont amener à produire du lait en fromage.
des phénomènes artificiels qui relèvent de l'évolution des techniques humaines. Donc on agit sur la machine, sur des réglages, sur l'ajout de certains produits, etc. Et puis on a aussi des activités de surveillance, que le processus se déroule bien, des activités de contrôle, c'est-à-dire on contrôle là aussi que le processus se déroule bien, que les machines fonctionnent, mais aussi que l'objet se transforme conformément à ce qu'on attend de lui. Et puis on a aussi des activités de maintien en état, puisque pour un ensemble d'activités de travail, il n'y a pas de transformation, il y a simplement le maintien en l'état des choses. Par exemple, on pourrait dire qu'un agent de sécurité ou un policier va avoir pour principale tâche de maintenir l'ordre, même par sa simple présence, ou de maintenir les choses en état. Et son objectif n'est pas de transformer la situation, il est simplement de la maintenir dans un certain ordre, dans un certain état. Donc l'idée que les situations sont constituées d'objets et de phénomènes avec lesquels et sur lesquels agir me paraît un des éléments de base, évidemment, de l'analyse des situations, puisque c'est précisément aussi la base des connaissances que les gens doivent construire, puisque pour pouvoir agir sur ces objets ou phénomènes, je dois les connaître d'une certaine manière et je dois connaître leur fonctionnement. Je dois connaître aussi leur réaction aux actions qu'on peut avoir sur eux. Deuxième chose, par rapport à cette idée, c'est que tout ça, c'est pas statique. Et ça, c'est bien embêtant. C'est que ça non seulement les situations, elles évoluent en tant que telles, c'est-à-dire que quelqu'un chargé de la circulation ferroviaire, le mouvement des trains, les jours venant, les incidents arrivant et les voyageurs, le nombre de voyageurs augmentant ou diminuant, fait que la situation est en mouvement. Ça, c'est une chose évidente. Mais en même temps, d'une certaine manière, le fait que les professionnels acquièrent de l'expérience, le fait que les professionnels se fatiguent au cours de la journée, fait que ces phénomènes et ces objets ne sont jamais tout à fait identiques. Je ne vais peut-être pas insister là-dessus pour aujourd'hui, mais ça a aussi des implications sur la formation. Situation, toujours, c'est constitué d'un ensemble d'outils. Le terme technique pour nous, c'est artefact, c'est-à-dire des objets construits par des humains pour agir sur le monde. Alors, juste préciser, on a tendance à réduire le champ de ce qu'est un outil. Or, quand on s'intéresse à des situations de travail, ou à des situations de formation, ou même à des situations de la vie, le nombre d'outils et la diversité des outils présents est tout à fait considérable. Il y a évidemment ce que j'ai appelé technique, excusez-moi, c'est un peu limite d'appeler ça comme ça, mais je dirais c'est tous les systèmes techniques assimilables aux machines. Ça, généralement, on prend assez facilement et assez bien en compte. En revanche, tout le système documenté est quelque chose qu'on prend moins volontiers en compte. Et pour autant, ça peuple littéralement la plupart des situations professionnelles. Alors, quand on regarde les situations de formation, n'en parlons pas, les documents sont partout. Il y a quelqu'un qui s'appelle David Olson, que j'aime beaucoup, qui est un chercheur nord-américain, qui a écrit 2 livres, mais dont un qui s'appelle L'écrit, quelque chose avec l'écrit, si ça vous intéresse. Il parle, lui, de société documentée. Et la société documentée, ça veut dire que tout au long de notre journée, tout au long de notre vie, on doit lire des documents, écrire des documents, remplir des documents, envoyer des documents, adresser des documents, recevoir des documents, etc., etc. Alors, pour la petite histoire, quand on observe le travail des candidats de la validation des acquis de l'expérience, on s'aperçoit qu'ils sont toujours en activité avec des documents. Il y a toujours des documents sur la table à côté au moment où ils réalisent leurs activités en lien avec la VAE de toute nature. Et si on observe des accompagnateurs, c'est bourré de documents. Si on observe des jurys, c'est bourré de documents. Si on observe des conseillers, c'est bourré de documents. Et les candidats ont des tas de documents qu'ils transportent, qu'ils envoient, qu'ils reçoivent, etc. Mais dans les situations de travail, même dans celles où on parle de bas niveau de qualification, on a des documents, des activités documentées, des signes, des trucs à remplir, des trucs, etc., etc. Donc ça fait partie des instruments. Ça veut dire c'est aussi ce qui est à s'approprier pour agir en situation. Une autre chose qui paraît moins visible, c'est l'architecture.
J'appelle architecture l'ensemble des bâtiments qui composent les situations de travail et qui orientent l'activité. Le cas le plus spectaculaire étant l'école, puisque l'école ou les formes scolaires sont construites d'une certaine manière, avec des salles d'une certaine manière, du mobilier organisé d'une certaine manière et tout ça. Et tout ça, ça fait partie de l'orientation de la pensée. Ça veut dire que ce n'est pas seulement nous qui gérons les choses, c'est que les bâtiments, l'espace dans lequel nous travaillons fait partie des instruments qui mobilisent et organisent notre activité. Ce qui fait partie des outils, c'est l'organisation. L'organisation du travail elle-même est un instrument. Juste un exemple pour dire ça, c'est l'accueil. Les gens qui sont à l'accueil peuvent mobiliser des formes de l'organisation du travail en cas de difficulté. Une chose tout simple, c'est qu'on sait très bien que quelqu'un qui est en difficulté à l'accueil, avec un client, un patient, un bénéficiaire, peut utiliser le simple fait de faire passer la personne au premier étage, c'est le supérieur hiérarchique immédiat, pour faire baisser la tension de beaucoup. Donc ça, c'est l'usage d'une forme organisationnelle pour agir. Les encadrants utilisent beaucoup l'organisation comme forme d'instrument pour agir et pour agir sur les autres. Les règlements sont des instruments qu'on a tendance à mettre de côté. Et enfin, il y a une catégorie d'instruments qui est assez étrange, qui sont les aides et procédures. Il y a beaucoup d'instruments, il y a beaucoup de documents, qui peuvent être aujourd'hui des documents informatisés, bien évidemment, qui sont supposés aider les personnes à réaliser leur travail. Mais ces documents, aides et procédures, qui sont destinés à aider, doivent eux-mêmes être appris et incorporés pour pouvoir s'en servir. Ce qui rajoute une couche à l'appropriation documentée des situations. On conçoit d'ailleurs à partir de là à quel point ça peut être compliqué, mais ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, pour des gens qui ont des difficultés avec les formes de l'écrit et les formes du symbolique, à s'orienter et à se débrouiller avec les situations de travail, et comment ils arrivent à compenser les éventuelles difficultés pour se débrouiller dans les mondes documentés. L'environnement, c'est évidemment un ensemble d'acteurs, ou d'agents, je vous ai mis des mots comme ça, peu importe, et un ensemble de relations finalisées, organisées et réglées. C'est-à-dire que je n'agis pas tout seul en situation de travail, j'agis avec d'autres, mais je n'agis pas avec d'autres en fonction de ce qui me vient à l'esprit ou ce qui vient à l'esprit de l'autre, mais c'est un cadre réglé, institué, organisé. Et cette dimension-là est vraiment aussi très importante, notamment dans ces zones un peu mystérieuses des référentiels ou des programmes qui s'appellent par exemple travail en équipe, qui généralement est dénommé de cette façon, sans être véritablement développé dans ses implications. Et puis, il y a des espaces de relation. Alors, je ne vais pas développer ça pour le moment, mais en tous les cas, les espaces de relation, c'est quoi? C'est qu'un acteur, dans une situation de travail, un professionnel, il peut être dans un espace de relation avec les clients, les bénéficiaires, les usagers, les élèves, ce que vous voulez. Mais il est aussi dans un espace de relation dans une équipe. Équipe, j'appellerais un groupe limité. Il peut être dans un groupe qui transcende l'équipe ou qui est une intersection entre son équipe et d'autres. Il y a l'espace de l'institution de production si c'est une usine, une entreprise, l'institution bureaucratique si c'est une administration, peu importe. Et puis, il y a aussi l'espace de la société, au sens d'une société donnée et de ses différentes frontières. On sait très bien que l'espace de la société est parfois très actif pour certains professionnels. Ce qui compte pour eux, c'est des fois moins l'institution et l'espace de l'institution que le regard éventuel et les relations éventuelles qu'ils entretiennent avec le reste de la société. Donc, tous ces éléments et ces espaces de relation peuvent être à la fois des caractéristiques, ils peuvent receler ou composer des caractéristiques agissantes sur le travail et en même temps donc être des objets de formation au sens où ce sont des objets de connaissances nécessaires pour pouvoir agir avec et pouvoir agir dessus. Eh bien, je vais faire une pause ici, non pas pour m'arrêter, mais parce que je suis prêt là peut-être à ce qu'on discute un peu, apporter des précisions. Voilà, première partie. Alors je rappelle que je vous ai fait
deux séries de définitions de ce que peut être une situation professionnelle. Et puis ensuite, les composantes des situations. Qu'est-ce que c'est qu'une situation? De quoi c'est composé? Et je répète deux choses. À mon avis, il est absolument intéressant de penser les composantes des situations, parce que j'ai essayé de vous les présenter sous forme de composantes opérationnelles. C'est-à-dire, tout cela, ce sont à la fois des objets d'analyse pour nous. Quand je dis pour nous, c'est pour vous et pour moi. Deuxièmement, ce sont autant d'objets qui sont des objets à prendre pour les gens qui s'approprient des situations, que ce soit sur le tas ou que ce soit en formation. Si c'est en formation, ça guide d'une certaine manière la construction des contenus. Et évidemment, si on débouche maintenant sur les questions d'évaluation, je dirais que d'une certaine manière, on peut construire les dispositifs d'évaluation en se disant que peut-être tout cet ensemble de composantes des situations, on peut vérifier si les élèves les maîtrisent et jusqu'où ils les connaissent, et jusqu'où ils les maîtrisent, jusqu'où ils peuvent s'en servir pour agir. Voilà, une petite synthèse de mes objectifs. C'est pas trop imbuvable en début d'après-midi? Ah, c'est pas facile, Valérie. Oui. Oui, ça y est, ça marche, d'accord, oui. Donc là, vous nous avez présenté là, j'ai l'impression, une description un peu exhaustive de ce que peut être une situation. Oui. Mais je me dis, mais en fait, dans la réalité, c'est jamais comme ça. Je vais vous donner un exemple. On est dans la forêt, on est au pied d'un arbre. Il y a deux personnes, il y a un bûcheron et un promeneur. Ils ne voient pas la même chose. Oui. Ils sont dans la même situation. Oui. Est-ce qu'ils sont dans la même situation? Alors, c'est une question. Évidemment, tout dépend. Alors, je vais revenir à la première. Je sais pas. La définition première, c'est une situation, c'est un environnement expériencié. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée que dans une même configuration objective, si on disait les choses comme ça, c'est-à-dire comme vous le décrivez, il y a un espace, un terrain, il y a un arbre, puis il y a deux personnes. C'est évident que c'est à la fois la même configuration objective, et puis qu'en même temps, l'un et l'autre ne vivent, n'expérimentent et ne voient, ne perçoivent pas les mêmes choses si on regarde les choses de cette manière. Sauf que, dans ma définition, peut-être que j'y ai pas assez insisté, je parle dès le départ de situation finalisée. Finalisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le cas qui nous occupe, que cette situation, elle est inscrite dans un processus de travail, qui a des buts ou des motifs, dans un processus de travail qui est institué, et que cette situation est elle-même finalisée, c'est-à-dire qu'elle a ses buts, et que du fait même qu'elle a ses buts, c'est-à-dire des résultats à attendre avec certains types d'instruments et autres, elle constitue un univers qui est évidemment différent pour un professionnel et un promeneur, mais qui, dans la définition que je propose, ne concernerait que les professionnels. C'est-à-dire que là, je parle de situations avec cette idée que ces situations-là, elles appartiennent à une classe particulière qui s'appellerait situation de travail. Alors pour vous, là, je n'en sais rien, parce que c'est ni une situation de travail, ni une situation de promenade, donc c'est autre chose. Hein. Mais entendons-nous bien, évidemment, c'est une vieille question philosophique de savoir si la réalité est la même pour tous, ou en quoi elle est différente, en quoi elle se ressemble, etc. Et je partage tout à fait votre idée que vos deux acteurs que vous citez n'ont pas la même perception, la même représentation, la même appréhension, le même ressenti, les mêmes émotions par rapport à la situation, ça c'est évident. Hein. Cela dit, si on veut avoir une approche opérationnelle, on ne peut pas se priver de l'idée que toute situation est composée d'un certain nombre de caractéristiques, et les caractéristiques que je vous donne ne nous disent absolument rien de la nature de la perception que des catégories différentes de gens vont avoir, mais en tous les cas, ce qu'elle dit, ma définition et mes propositions, c'est que c'est l'ensemble qui définit ce que c'est qu'une situation, c'est-à-dire que finalisée,
inscrit dans un processus de travail, situé dans une institution, situé dans une société, avec des buts et des performances à atteindre, un certain type d'organisation du travail et un certain type de machine, d'instruments pour transformer et agir sur les choses. Ça définit d'office le fait que je ne m'intéresse pas à la situation de rencontre avec le promeneur et le bûcheron, a priori, quoique ça peut être une situation de travail, mais je m'intéresserai, avec votre exemple, à la situation du bûcheron en forêt, amené à réaliser certaines tâches correspondant à certains buts dans une institution donnée. En revanche, peut-être que le fait qu'il y ait des promeneurs qui débarquent sur des chantiers forestiers constitue une certaine situation de travail, à risque. Précisément parce que celui qui vient dans la forêt ne se représente pas la situation de la même façon que le bûcheron. Voilà, je ne sais pas si ça... Mais ce que j'entends derrière votre question, mais je me trompe peut-être, c'est cette idée qu'on aurait que toutes ces choses-là, on ne peut pas les caractériser de façon concrète. Au contraire, ça n'empêche rien du tout dans cette idée qu'il y a à la fois de l'objectif dans le monde, enfin, c'est tous les cas ce que je crois, c'est-à-dire il y a un environnement matériel, culturel, symbolique donné, et c'est avec ça qu'on doit se débrouiller. Pour penser l'activité, si on ne comprend rien à ce avec quoi les gens doivent agir, on est mal parti. Mais surtout, à mon avis, si on veut construire de la formation, si on n'a pas idée de ce avec quoi les gens doivent agir, je ne vois pas bien comment on peut construire de la formation. Ça ne veut pas dire qu'on construit à partir de la situation sans s'intéresser à l'activité et au point de vue des acteurs. Mais ça, c'est la deuxième partie du diapo. Voilà, je ne sais pas si je suis convaincant. Oui, l'exemple qui est cité là et ta réaction me font penser qu'on ne peut pas parler de situation de travail sans la finalité, que c'est la finalité qui fait qu'on est sur une situation de travail ou une situation de la vie quotidienne. Mais si on prend, j'ai un exemple que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que je l'ai développé par ailleurs, mais il y a des tas de situations finalisées dans la vie ordinaire. Je dirais que le rendez-vous amoureux est une situation. Aller chez le coiffeur est une situation. Aller chez le coiffeur, c'est le premier exemple que je vais donner, une situation, elle a une fonction. C'est-à-dire, elle sert à quelque chose. Et c'est cette fonction, c'est aussi ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est cette fonction, dans une situation de travail, elle a une fonction. Elle a une fonction dans un ensemble plus large, qui est un système de production, etc. Mais même un travailleur indépendant ne peut pas penser son métier en dehors d'autres processus. Un travailleur complètement indépendant, ça n'existe quasiment pas. Enfin, il faudra le chercher à la loupe. Donc la fonctionnalité est absolument fondamentale. Mais elle n'est pas seulement fondamentale dans le travail. Elle est fondamentale dans les autres situations de la vie humaine. Ça a des fonctions, les trucs. Alors, c'est différent, évidemment, une situation très cadrée dans le travail, le rendez-vous chez le coiffeur ou le rendez-vous amoureux, ce n'est pas institué de la même façon. Mais n'empêche qu'il y a des règles à chaque fois. Même si on les enfreint pour que ça marche mieux. En fait, tu es en train de nous expliquer qu'une situation, elle est située, quoi. Complètement. Et juste, est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur la notion de classe de situation? Oui. Voilà, pour qu'on... D'accord, je pensais en parler un peu après, mais pas de problème. Alors, là où c'est compliqué, je reconnais bien, c'est ma présentation, elle est une présentation générique. C'est-à-dire, pour moi, ce que je vous ai présenté, c'est l'ensemble de ce qui constitue une situation. Il y a tous ces éléments-là. Alors, plus ou moins actifs, plus ou moins forts, plus ou moins étendus, reliés de façon différente les uns aux autres. Bien. Deuxièmement, quand on s'intéresse à l'activité d'un professionnel donné dans sa situation de travail à un jour donné, là, on est dans une situation qu'on pourrait appeler spécifique. Les différents éléments que je vous ai énoncés, il faut les spécifier. C'est-à-dire voir de quelle manière ils sont actifs pour cet individu donné dans cette situation, dans cette entreprise, dans cet atelier particulier. Donc là, on a affaire à une situation au sens de quelque chose de très spécifique. Ça va ? Qu'est-ce que c'est qu'une classe de situation ? La classe de situation, c'est l'ensemble, c'est une classe,
de toutes les situations spécifiques qui sont à peu près assimilables entre elles, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans la même classe. Alors vous allez voir tout à l'heure comment je définis ça. Alors c'est compliqué, là aussi, il n'y a pas de frontière absolue. Mais grosso modo, on va prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Moi j'aime bien l'exemple, même si je le raconte souvent, mais l'histoire de l'aide à domicile pour les personnes âgées. Il est très intéressant pour montrer ça. J'ai deux notions que je reprendrai tout à l'heure, mais je ne vais pas les chercher sur le document pour l'instant. C'est diversité et variabilité. C'est quoi la diversité? Ça veut dire que vous prenez des gens qui font du service à domicile, de l'aide à domicile, ben, elles vont se trouver dans des logements, alors d'abord dans des institutions différentes, et ça compte, hein, parce que selon les institutions pour lesquelles elles interviennent, elles n'ont déjà pas les mêmes conditions de travail, pas les mêmes heures de travail, pas la même précarité, etc. Pas les mêmes relations avec les autres, parce que des fois elles ne voient personne, des fois elles sont toutes seules, des fois au contraire elles sont bien encadrées, enfin bon, ça change de travail. Hein. Deuxièmement, elles vont dans des logements, je ne prends que le service à domicile, dans des logements qui sont très différemment équipés. D'abord, ils peuvent être plus ou moins près ou plus ou moins loin de leur base ou de chez elles. Ensuite, ils sont équipés très différemment. Comme je dis, entre le logement très très bien équipé, où il y a des trucs pour se tenir, du antidérapant dans la salle de bain, où tout est propre, où il y a la douche comme il faut, enfin tout, et puis les autres où il y a encore les poules sur la table et où il y a à peine l'eau chaude. C'est une diversité des conditions du travail. La diversité, c'est aussi le degré de dépendance des individus, chez qui elles vont. Alors c'est des hommes, c'est des femmes, plus ou moins dépendants. Est-ce que c'est des vieux ou pas vieux? Est-ce que c'est des handicapés, pas des handicapés, des machins, des trucs, enfin, etc. Vous avez une grande diversité de situations. Eh bien, toutes ces professionnelles, pour autant, ou tous ces professionnels, il y a surtout des femmes, elles sont quand même dans une même classe de situation. Et quand on fait une formation professionnalisante, on s'attend à ce que les gens soient capables, normalement, de passer d'un logement à un autre, d'une personne très dépendante à moins dépendante, et de travailler dans une institution et une seconde. C'est d'ailleurs même comme ça qu'elle se trouve un emploi à temps plein, en travaillant pour une institution et une autre. Donc, si on parle de professionnalisation ou de professionnel, c'est bien qu'on s'attend à ce qu'elle ne soit pas capable d'agir seulement dans une situation spécifique, mais dans une classe de situations. Évidemment, à un moment donné, si c'est très médicalisé, est-ce qu'on passe dans une autre situation? Possible, on peut le définir à un moment donné ou le décider. Il n'y a pas de limite. Et si l'état de la santé de la personne se dégrade trop, est-ce qu'on est toujours dans la situation d'aide? Non, on est dans une situation d'urgence qui change tout. Et puis voilà, bon. Mais grosso modo, c'est ça une classe de situation. Alors, il y a une autre notion, c'est la variabilité, j'en parlerai tout à l'heure, qui nous permet aussi de situer la classe et l'extension de la classe. C'est-à-dire, entre la variabilité, c'est comment, à l'intérieur de la même situation spécifique, les éléments varient. Classiquement, si je fais le même geste toutes les 2 minutes, 8 heures par jour, au bout d'une heure, mon attention ou mon état de fatigue ne vont plus être le même. Donc, d'une certaine façon, rien que l'état physique de l'opérateur va modifier la situation. Et puis, évidemment, selon qu'il y ait un peu plus de bruit, qu'il y ait des événements, qu'il y ait des aléas, que ça se dégrade ou qu'au contraire, ce soit très routinier, je suis toujours dans la même situation, mais en même temps, elle varie, ou certaines de ces composantes varient, ce qui fait que le travail varie. Et c'est là aussi un des objectifs de la formation, me semble-t-il, c'est que, enfin, c'est même plus que me semble-t-il, c'est que ce qu'on s'attend à voir, ou ce qu'on veut faire, c'est que les gens soient capables de se débrouiller aussi avec une certaine variabilité des situations. Au bout d'un moment, ça dépasse et ça transforme. S'il se met à voir le feu dans l'appartement, je dirais, c'est plus la même. On n'est plus dans le cadre de la situation habituelle des classes de situation, sauf qu'on est dans la situation d'urgence où on se doit se débrouiller pour sauver sa peau et celle de la personne dont on s'occupe. Ça va pour répondre à la question de la classe. Donc la classe, c'est ça, c'est cet ensemble des diverses situations composant le métier. Et donc la classe, elle est socialement définie. On comprend bien que, par exemple, à un moment donné, si on dit il y a des aides à domicile ou des personnes qui font du service pour les gens dépendants jusque-là, et puis qu'on crée un autre métier pour les gens plus dépendants, on va réduire la classe de situation pour chacun des 2 nouveaux métiers. On transforme. C'est des définitions sociales, d'une certaine façon. Les classes de situation, elles dépendent aussi des situations sociales. Tu veux dire que la situation, elle n'est pas... c'est pas les situations qui constituent le métier,
mais elles ne sont que l'illustration d'un métier. Elles sont les constituants. Un constituant. Ça veut dire qu'on ne peut pas, ce que je traduis un peu dans ce que tu es en train de dire, c'est qu'on ne peut pas travailler sur les situations et les comprendre tant qu'on ne sait pas d'où on part et à partir de quoi on regarde. C'est-à-dire, il faut avoir une idée assez générique, par exemple, du métier. Ah oui. Voilà, oui. C'est-à-dire des différentes classes qu'on peut rencontrer, quitte à se les fabriquer soi-même, on est d'accord, pour pouvoir aller en détail, regarder dans chaque classe quelle est l'expression de ces particularités du métier. Ah, bien sûr. Pour pouvoir former des gens qui, même s'ils n'auront pas vu l'ensemble des situations, à partir de ces diversités vues, pourront revenir à l'aspect générique du métier, c'est-à-dire, et donc du coup devenir compétent, c'est-à-dire être capable de s'adapter aux diverses situations. Oui. C'est ça. Et on peut le dire comme ça, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est si intéressant comment dire, dans le travail qu'on avait fait il y a assez longtemps et que certains ont vécu, je pense un peu à Sylvie, en tous les cas, il y a longtemps, on avait insisté sur le caractère très important de l'analyse préalable qu'on appelle l'analyse des emplois, ce que font les griffes. C'est-à-dire que quand on analyse les choses, on analyse des évolutions d'emploi, des caractéristiques d'emploi, des dénominations d'emploi, des découpages entre emplois. Et on sait bien que dans certaines entreprises, par exemple, on va avoir des gens qui vont réaliser un dossier, un truc classique du travail administratif. Certains vont avoir un dossier en responsabilité, puis d'autres, au contraire, n'en vont avoir qu'une tâche. Et pour autant, ils occuperont un emploi dénommé de la même manière, mais la formation vise à préparer des gens qui feront que ça, mais qui feront que ça aussi. Ou alors, si on ne fait que ça, on le définit. J'en parlerai un peu après avec les histoires de performance. Oui, c'est un peu là que je voulais en venir. C'est-à-dire que si on n'est pas... c'est pas une question d'être sûr, puisqu'on n'est jamais sûr, c'est pas la question. Mais si on ne prend pas une décision, entre guillemets, en connaissance de cause, et si on n'a pas une finalité bien claire, quand on définit, on va dire, la méga situation, donc c'est-à-dire le métier, tout le reste va en dépendre jusqu'à la mise en œuvre de la formation. Tout à fait. On est bien d'accord. Et que donc, même si on est très bon en analyse de situation de travail, à partir du moment où on part avec des critères qui ne sont pas bons, pas bons, entre guillemets, qui ne sont pas par rapport aux finalités sociales, on est à côté de la plaque. C'est très important ce que tu dis, mais vraiment merci, c'est pas de la rhétorique là. C'est très important parce que non seulement il faut tout ça, mais il faut savoir où on veut arriver. Et je vais donner un exemple que j'ai peut-être déjà donné, c'est dans le master, il y a au moins une dizaine d'années maintenant. Il y a quelqu'un qui avait une commande pour réfléchir à un métier de la forêt sur niveau BTS. Et il décide de faire son mémoire et son analyse du travail sur le diagnostic de parcelles forestières. Qu'est-ce qu'il fait? Il oublie complètement que c'est pour le BTS. Vraiment, il sort de la tête et il va rencontrer notamment un expert. Il trouve un expert, il dit je vais regarder son travail, puis ça va me servir à faire le BTS, à faire la partie de formation. Sauf que l'expert qu'il rencontre, il sort de haute école, forêt. Deuxièmement, c'est un gars qui est reconnu dans son milieu 20 ans d'expérience. C'est un passionné qui, même le samedi et le dimanche, lit des trucs sur la forêt et retourne en forêt. Il a écrit des bouquins. Et donc, c'est l'expert des experts. Donc, le diagnostic de parcelles forestières, l'analyse du travail de diagnostic de parcelles forestières réalisé par ce gars-là, c'est très joli, hein. On voit l'intelligence, la culture, etc. Sauf qu'à la fin, c'est complètement inopérationnel pour penser une formation BTS, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, très bien, mais ça veut dire que les BTS, maintenant, ils se font 6 ans, plus 10 ans d'expérience. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache ce qu'on cherche. Il ne faut pas seulement... D'une part, comme tu dis, il faut qu'on pense la société, le métier, le travail dans la société, dans les modes de production, les différents types d'entreprises, etc., ou de structures professionnelles, mais qu'en plus on sache ce qu'on veut. On ne fait pas une analyse du travail non finalisée non plus. On ne la fait pas à partir de rien. On l'a fait parce qu'on sait qu'on doit construire un diplôme de niveau 4 ou un diplôme de niveau 3 ou une formation continue pour des professionnels expérimentés, machin et tout. Parce que sinon, on peut regarder tout et n'importe quoi. Et pareil, ma situation, quand je vous montre tous les éléments qui constituent une situation potentiellement, là, j'écris les choses en sachant qu'on ne sait pas jusqu'où on va pousser les choses. Selon le type de diplôme, le type de formation qu'on va faire, la population, on ne va pas trouver tout à fait les mêmes choses quand on fait son analyse. Voilà. Ça va, Laura?
C'est important ça, parce que sinon on fait un truc en l'air. Or, on est obligé d'avoir un point de vue, on est obligé de se préoccuper du reste, etc. D'ailleurs, j'insiste aussi là-dessus, hein, mais dans le travail des DRIF, il y a une chose qu'on avait pointée qui ne s'est pas fait, c'est bien dommage, c'est que quand on avait nos collègues DRIF qui étaient là, ils écrivent un rapport d'opportunité qui est relativement court. Mais la quantité d'informations très intéressantes qu'ils ont en tête quand ils ont conduit l'étude, elle est nulle part, sinon dans leur tête. Et je disais que quand on construit la suite, il est très intéressant de les associer, de les interviewer, de les faire causer, de les faire retravailler sur tout ce qu'ils savent, qui serait précieux pour choisir les situations, etc. Oui, c'est ce que j'allais dire. L'effet de l'observateur, il est très important. C'est-à-dire que, effectivement, puisqu'on parle des DRIF, mais même si on ne se situe pas comme ça, celui qui pense le métier, et en tout cas qui fait des analyses à partir d'une idée qu'il a du métier, forcément. Absolument. Il va en sortir des caractéristiques du métier qui lui sont, entre guillemets, propres, qui dépendent en partie de lui, en tout cas. En partie, et effectivement, est-ce qu'on peut avoir une segmentation comme ça entre celui qui va définir, entre guillemets, la méga situation qui est le métier dans son contexte social, et celui qui va analyser les situations pour voir comment on peut construire derrière et l'évaluation et la formation, s'il y a une forte séparation entre ces deux groupes de travail, apparemment, dans ce que tu dis, ça risque de poser problème. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des gens qui construisent des choses avec des caractéristiques qui ont été construites par d'autres. On a des pertes en ligne, hein. C'est sûr, hein, puisqu'on fait des choix, des sélections, des interprétations, des reformulations qui perdent un peu de l'expérience de la recherche ou de l'étude réalisée. Mais j'en ai causé avec Gilles Tatin il n'y a pas longtemps, et c'était très intéressant, puisque c'était des exemples extrêmement concrets dans lesquels il faisait des choix qu'il ne satisfaisaient pas complètement. Donc déjà, lui-même, quand il écrit, fait des compromis qu'il ne satisfont pas. Et ce n'est pas une critique de Gilles Tatin, au contraire. Hein. C'est intéressant, parce qu'après, quand on le relit, on le réinterprète, et puis on le donc on a des pertes importantes, mais surtout on n'a plus le contact avec ça. Ça veut dire que d'une certaine façon, quand on est dans le processus de travail, parce que c'est bien ça, il y a une partie des éléments qui demeurent un peu inconnus, quoi. Puis comme on le sait, il n'y a pas grand monde qui lit l'ensemble des documents. Voilà, il y a aussi de ça. Hein. En tout cas, merci pour les questions, parce que ça précise. Hein. Mais enfin bon, d'autres choses? Je continue un petit peu, puis on fait une pause après. Justement, une autre façon d'entrer dans la situation, c'est ça. C'est ce que je vous ai expliqué précédemment. C'est qu'une situation, elle est, en tant que classe de situation, elle est caractérisée par sa diversité et sa variabilité. Alors c'est très important, parce que, vous allez voir après, j'ai essayé quelque chose sur les performances qui semble à peu près fonctionner. J'ajouterai à diversité et variabilité, j'espère que vous avez à peu près saisi les choses. Hein. La diversité, c'est la diversité des emplois, la diversité des conditions entre différents emplois, différentes situations. Mais il y a surtout variabilité. Variabilité pour la même situation qui se répète, et bien pour autant, il y a des variations. Personne ne fait jamais tout à fait la même chose et n'est jamais tout à fait confronté à la même tâche. Et puis troisième point, c'est l'extensivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, ça a à voir avec l'histoire du bûcheron et du voyageur, du promeneur. Selon la catégorie professionnelle, par exemple, entre un agent et un chef d'équipe, entre un agent, un chef d'équipe, un cadre. Je ne dis pas qu'il va y avoir plus d'intelligence ou plus de pensée ou plus de complexité pour les uns ou pour les autres. Ce que je dis, c'est que l'extensivité, c'est le fait que certains facteurs entrent ou non dans la situation et qu'à certains moments, on s'aperçoit que la situation peut, d'une certaine façon, accueillir ou faire entrer, ou qu'il y a des éléments qui entrent dans une situation qui ne s'y trouvaient pas auparavant. Alors, c'est très intéressant, par exemple, dans la VE, parce qu'on a un bel exemple d'analyse que quelqu'un qui a fait une thèse là-dessus avait montré pour des ingénieurs. C'est comment certains
arrivent à faire entrer le contexte dans leur situation de travail. C'est-à-dire comment, dans la situation, je dirais, qui est immédiatement la leur, avec lesquelles elles sont immédiatement en contact, qu'ils peuvent percevoir quasiment physiquement, comment, à certains moments, des effets de la mondialisation vont être pris en compte ou vont intervenir dans le cadre de la situation qu'ils ont vécue jusque-là. Alors, je donne des éléments économiques de la mondialisation, mais ça peut être des tas de phénomènes qui, jusqu'à présent, n'ont pas été pris en compte ou ne faisaient pas partie des situations, qui entrent dans le champ des situations professionnelles dont les gens doivent s'occuper. Très intéressant quand les gens passent du niveau d'ouvrier, par exemple, à chef d'équipe, comment les gens du jour au lendemain, parfois par promotion, par concours interne, etc., se retrouvent chefs d'équipe. Ils l'ont choisi, ils ont demandé, certaines fois pas. Et le jour où ils sont chefs d'équipe, il y a un ensemble d'éléments qui n'étaient pas actifs, dont ils n'avaient pas nécessairement à tenir compte, ou dont ils ne voulaient pas tenir compte quand ils étaient dans la situation d'ouvrier, par exemple, qui, d'un seul coup, entrent dans le champ de leur activité, entrent dans le champ de la situation. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est bien le même arbre, avec la même parcelle de terrain, et le même soleil, les mêmes nuages et la même forme de la Terre et du cosmos. Et pour autant, il y a un certain nombre d'éléments, par exemple des préoccupations financières, par exemple des relations avec des partenaires, par exemple la préoccupation du matériel ou de la rentabilité, qui vont interférer autrement et entrer dans le cadre de sa situation. Ça va ? Donc l'extensivité, c'est cette chose-là. Et l'extensivité, elle est intéressante parce que ce qu'on voit en formation, c'est que un des avantages et des objectifs de la formation, c'est d'une certaine façon d'aider ou de contribuer à ce que les gens qui apprennent construisent une situation en prenant en compte un certain nombre de facteurs qu'ils ne percevaient pas, qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ne prenaient pas en compte jusque-là, et qui parfois, pour autant, étaient très actifs sur leur propre travail. Oui. Oui, juste une question là-dessus, parce que cette notion d'extensivité que tu viens de décrire, par rapport à nos questions de niveau 5 et 4, où on a déliré souvent avec les CAP, exécutants, etc., en l'apprenant à l'envers, c'est-à-dire que est-ce que, en fait, la formation, par exemple, elle doit se contraindre à définir cette extensivité pour définir un niveau professionnel. Voilà, c'est-à-dire... Pas seulement, je pense que ce n'est pas un niveau professionnel, je dirais. Alors, à la fois, on pourrait... parce que les choses ne sont pas si... Est-ce que le niveau professionnel existe? On est bien d'accord. Non, mais tu as quand même raison. Je dirais, pour partie, ça peut contribuer à définir un niveau, mais pour partie, ça peut permettre de définir les différences et les ressemblances entre deux catégories d'emplois assez proches. Ça, c'est important. Et quand je parle du chef d'équipe et de l'ouvrier, je m'y étais intéressé il y a quelques années, puis maintenant je m'y réintéresse avec un petit chantier avec l'équipe Enseigner Autrement. Là. Ce qui est intéressant, c'est fondamentalement, je dis pas que le chef d'équipe, moi, a besoin de mobiliser plus d'intelligence dans la vie que l'ouvrier. C'est pas ça la question. Mais en revanche, d'office, ce qui caractérise sa fonction, c'est un ensemble de tâches qui sont exactement les mêmes que celui de l'ouvrier, plus un certain nombre d'autres choses. Et cette extensivité, précisément, distingue l'un de l'autre. C'est à la fois de niveau, je pense qu'on peut le dire, mais c'est aussi de différenciation entre type de situation et type d'emploi ou type de tâche. Et ça voilà. Alors, sur le plan des apprentissages, on voit bien que l'apprentissage de la diversité, de la variabilité et de l'extensivité peuvent constituer des formes d'objectifs. Et que si je veux faire travailler la diversité, mais j'y reviendrai à la fin, c'est prévu si on a encore le temps, ou si on veut faire travailler la variabilité, ça suppose des stratégies particulières de formation. Et on est directement dans l'évaluation. Parce que si on se dit, on veut pouvoir évaluer ou se dire que quelqu'un est capable de faire face à une certaine diversité, à une certaine variabilité, qu'on peut plus ou moins élargir, et à une certaine extensivité, d'office, on a des pré-critères, je dirais. Pas les critères, parce qu'ils sont chaque fois liés à des choses spécifiques, comme tu nous le disais tout à l'heure, mais en même temps, en tous les cas, des catégories de pré-critères, certainement. Enfin, oui, j'adore les discussions. Non, mais moi, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que nous, on baigne dans une autre culture jusqu'à présent. Et on a besoin, effectivement, de travailler cette autre approche dont je sens qu'on est vraiment très loin.
Et là, moi, je souhaiterais vraiment d'avoir beaucoup plus d'éléments sur ces notions de pré-critères qui font la différenciation de cette approche. Pré-critères, c'est un mot ordinaire que j'emploie là pour dire on n'est pas dans les critères qu'on va effectivement mettre en place. On ne peut pas dire je vais évaluer quelqu'un sur sa diversité, mais peut-être on peut dire quand même les capacités à faire face à la diversité, c'est comme une sorte de pré-critère, au sens où il est un peu générique pour l'ensemble de beaucoup de situations. Oui, mais c'est un peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire sur l'extensivité. C'était pour m'excuser du mot qui n'est pas très... Ouais. Il est bricolé, quoi. C'est ça, quoi. C'est un peu l'idée que j'avais. Ça veut dire que, par exemple, l'extensivité, quand on va parler d'un ouvrier, je ne sais pas moi, en forêt, etc., ça veut dire qu'on va devoir, alors qui va devoir, je ne sais pas, et comment, je ne sais pas trop encore, mais on va devoir définir des éléments qui vont définir un petit peu quel est le niveau d'extensivité que l'on attend pour définir les situations dans lesquelles il va falloir placer dans la formation ou dans l'évaluation. On verra après la distinction, mais c'est ça, c'est-à-dire la diversité, la variabilité et l'extensivité, c'est un petit peu finalement, avant de s'intéresser aux situations de travail sur le terrain, on va dire, c'est un petit peu le travail qu'on devrait faire par rapport au métier, enfin au contexte social aussi, parce que je pense que il y a des tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire définir ces niveaux-là pour chaque catégorie de travail ou de métier ou de profession, je sais pas, pour pouvoir ensuite aller travailler sur les situations de travail précises, etc. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce que ça définit un petit peu le niveau ? Parce qu'on a souvent déliré avec les CAP en disant c'est des exécutants. Alors ça, j'y reviendrai après si j'ai... Et on est allé jusqu'à dire, non, là, il faut pas leur apprendre ça, parce que... Mais, je veux dire, quelqu'un qui se forme, le niveau d'extensivité, il peut le pousser très loin. Oui, bien sûr. Après, on se pose la question de la certification et de la formation. Jusqu'où ? Parce qu'après, je dirais, d'une certaine manière, on peut largement déborder la fonction. On est d'accord que par exemple, ces trois éléments-là sont aussi les éléments qui vont peut-être nous permettre de définir les classes de situation dans lesquelles ça aide, absolument. Mais pour reprendre encore l'arbre et le promeneur, on voit bien que par exemple avec les chantiers d'aménagement paysager, puisqu'on a des films là-dessus qu'on a fait avec les gens de l'Ouest, là, c'est très intéressant de voir que les gens qui travaillent dans l'aménagement paysager dans les villes, je dirais l'administré, c'est-à-dire les gens qui habitent la ville et qui votent pour un maire donné et dont une commune s'occupe, et les espaces verts, ce sont normalement pour les administrés, c'est-à-dire pour les gens qui vivent dans cette ville, et l'administré est entré dans la situation de travail des ouvriers. C'est-à-dire, fondamentalement, l'administré est une variable de situation pour les ouvriers d'aménagement paysager de la ville. Parce que le travail qu'ils font, ils le font en public. Ils le font quand ils se garent pour simplement fleurir le rond-point ou tondre le rond-point, etc. La façon de poser le camion, ça va gêner ou pas les administrés. Ils vont montrer ou non qu'ils travaillent. La façon de travailler et le rythme de travail fait partie de ce qu'ils doivent faire, parce que s'ils traînent longtemps, les administrés, il y en a toujours un qui va appeler la mairie, et appelant la mairie va dire que la municipalité est ceci ou cela, etc. Ça veut dire que l'administré devient, pour reprendre, un élément constitutif des situations de travail des ouvriers de municipalité. Alors c'est juste un petit exemple, là, je suis sûr que je ne vous apprends rien en disant ça, mais fondamentalement, et ça fait partie presque de la prescription dans certaines villes. Ça veut dire que dans certaines villes, le responsable de ces services d'espaces verts, il prescrit de parler avec les usagers, de faire attention à ceci, de ne pas se garer n'importe où, de ne pas s'arrêter, boire une bière au milieu du chemin parce que tout le monde va le voir, enfin, etc. etc. Donc on voit comment à certains moments les situations aussi dans l'histoire évoluent et transforment et étendent des situations à d'autres variables, pour dire les choses comme ça. Voilà, juste un exemple, mais il est assez intéressant. Je raconte. Je peux continuer ou vous voulez faire une pause maintenant ? C'est comme tu veux. Bon, c'est dans le même sens. Alors, je pense que la notion de performance je trouve un avenir et un grand intérêt. Si on raisonne à partir de variabilité et diversité,
on peut faire une petite présentation de cette manière. On peut se dire, au fond, qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire, au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut que soit capable de faire le professionnel ou le futur professionnel? Et là, ça aide aussi à définir des niveaux. Voir si on faisait de l'ingénierie de formation pour des petites entreprises ou des grandes entreprises, c'est dire, au fond, vous voulez quoi? Est-ce que vous voulez, par exemple, que quelqu'un soit capable de réaliser une tâche dans une situation à faible variabilité? C'est-à-dire, grosso modo, c'est une tâche supposée routinière où il y a peu d'éléments qui varient. Bien. Est-ce que vous souhaitez, au contraire, que vous ayez quelqu'un qui soit capable de réaliser cette même classe de tâches avec forte variabilité et pour des variabilités de nature différente? Alors, vous imaginez bien qu'on pourrait mettre à forte variabilité, mais pour le même type de variation, ou au contraire, non seulement de la forte variabilité, mais en plus, ce qui varie, votre situation, elle varie pas sur les mêmes choses, mais elle varie beaucoup. Vous voyez bien que ce n'est pas la même tâche, ce n'est pas la même situation de travail, et vous ne pouvez pas vous contenter du même niveau de compétence de vos professionnels. Quand on propose ça à une entreprise qui vous dit « je voudrais que vous formiez mes gens, mais en 1 jour et demi, parce qu'on n'a pas plus de temps », très bien. Ben, je pense qu'en 1 jour et demi, je peux vous préparer des gens à travailler pour une tâche à faible variabilité. Mais si vous voulez que les gens soient capables de se débrouiller d'une forte variabilité, c'est-à-dire des situations inattendues, des situations complexes, des situations machin, puis qu'en plus, ça ne porte pas tous sur les mêmes choses, il me faut plus de temps. Ça va ce début? Parce que ça continue. Non seulement je peux réaliser une tâche dans sa dimension productive à court terme. Grosso modo, exemple que je prends toujours, mais je vous l'avais peut-être, il y en a peut-être qui l'ont déjà entendu, c'était vraiment dans les transports, ça m'avait beaucoup intéressé. C'est le gars qui est capable de transporter une marchandise, de la marchandise dans son camion. Il transporte la marchandise dans son camion du point A au point B. Bien. Dans quel état arrive la marchandise? Comment il a sollicité le camion? Quel risque il a pris pour lui-même et pour les autres usagers de la route? Et combien il a consommé de carburant? Ça, on s'en fout. Il a juste transporté la marchandise d'un endroit à un autre. C'est ce que j'appelle une performance productive à court terme. Si vous demandez maintenant que l'on vous forme, qu'on vous évalue, des chauffeurs-livreurs qui sont capables non seulement de transporter de la marchandise d'un endroit A et B, mais en conduisant de manière à la conduite économique, en faisant de la conduite économique, en respectant le code de la route, en étant à peu près certain que la marchandise ne va pas être abîmée, et en ayant un chauffeur qui soit en même temps à l'arrivée pas trop stressé, ben, ce n'est pas la même tâche. Ce n'est pas le même niveau de situation, ce n'est pas le même niveau de performance. Et donc, si on fait de la formation, ce n'est probablement pas la même formation. Il faut plus de temps, plus de moyens pour arriver à ce que quelqu'un soit capable de faire ces tâches-là. Ensuite, on pourrait sophistiquer tout ça. Hein, je ne vous les écris pas toutes. Il y a le dernier, réaliser une tâche dans sa dimension productive et en fonction d'un plus ou moins grand nombre de critères de résultats, ben, par exemple que non seulement la marchandise soit arrivée à peu près en temps et en heure, mais qu'en plus le chauffeur soit dans un état de fatigue satisfaisant et qu'il ait moins consommé de carburant sur son parcours et qu'il n'ait pas non plus provoqué d'accident de la route. Ce qui est une autre histoire de coût social. Faire ça, c'est se donner des niveaux. C'est des niveaux de performance. Ce n'est pas tout à fait les niveaux qu'on évoquait tout à l'heure, mais quand même, c'est des niveaux aussi relatifs aux moyens dont on dispose pour former les personnes. Et si on reprend certains modes de certification dans d'autres pays, hein, et notamment en Angleterre, on a des petits bouts de trucs comme ça. Les gens, ils sont capables de faire le premier niveau. Ils sont capables de faire un certain nombre de tâches à court terme, résultats à court terme, etc. Bon, les effets collatéraux, éventuellement, on s'en fiche un peu. On veut que quelqu'un soit capable de faire ça très vite, sans problème majeur, etc. Alors, je vais plus loin. Non seulement on peut réaliser la tâche en atteignant les buts productifs, mais de préservation de sa santé, hein, ces deux buts classiques qui sont souvent en opposition.
et éventuellement quelqu'un qui peut réaliser une tâche en atteignant des buts de satisfaction de soi, d'entretien, de développement de son identité, de ce métier. Je ne l'ai pas mis que pour la plaisanterie parce que ça existe parfois. Et du terre ingénierie. Ça te va, Christelle? Moi, il y a juste un truc qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a l'impression que dans ton approche, là, oui, c'est sommatif, quoi. C'est-à-dire c'est additif. Voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas d'intérêt. Tu progresses, tu complexifies au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire que tu rajoutes des morceaux, comme si le dernier morceau n'avait pas de lien avec le premier. Et voilà, non. Je veux dire, par rapport à la formation, ça voudrait dire qu'il suffirait de définir le niveau dont tu es en train de parler et de ne pas se préoccuper de ce qui se passe après dans la situation. C'est-à-dire le carburant, si le carburant ne fait pas partie des critères par rapport au niveau qu'on a prévu, on ne s'intéresse pas au carburant. Alors que je ne pense pas que ne pas s'intéresser au carburant risque d'avoir des effets sur le niveau d'être là en temps et en heure, par exemple. Voilà. Je pense qu'il y a une interaction entre tous les niveaux dans la performance. Et donner l'impression comme ça qu'il suffit de les mettre les uns derrière les autres et de les additionner pour avoir des niveaux, je trouve, voilà. Bon ben, je suis désolé si ça donne cette impression. C'était pas, mais je pense que tu le fais à dessein. Oui, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je dis pas qu'il y a des niveaux qui sont indépendants les uns des autres. Et là, je ne vous donne pas non plus, mais je devrais le préciser toujours, une espèce d'ordre absolu. C'est des idées qui peuvent être bonnes à prendre pour continuer à travailler sur les situations, évaluer, former, définir un temps pour former, des objectifs pour former. Dans certains cas, bien sûr, toutes ces choses, elles sont en interaction et dans un idéal que je mets là à la fin en vous disant, bon, c'est pas seulement pour vous faire rire, il n'empêche que quand on regarde les objectifs et les finalités des systèmes éducatifs publics, ça y est tout ça. Et d'une certaine façon, il y a des dispositifs de formation qui visent ces choses-là. Et des fois, ça marche. Il y a des gens, ils sont là-dedans quand même. C'est pas souvent, mais ça existe. Alors, en même temps, le premier niveau dont j'ai parlé précédemment, là, celui-là, excusez-moi, mais une grande partie de nos activités quotidiennes à chacun d'entre nous, on est un peu là-dedans. Il y a des gestes du quotidien, par exemple, appuyer sur un bouton pour faire la lumière, ça suffit largement à notre bonheur. Je dirais qu'à certains moments dans la formation, on n'a pas besoin de fixer des objectifs ultimes pour arriver à faire quelque chose. Donc, que je sois à peu près capable de me débrouiller d'un certain nombre de situations de ma vie professionnelle ou de ma vie personnelle publique, avec faible variabilité, dès que ça varie trop, je laisse tomber ou j'appelle quelqu'un, c'est parfaitement valide. Ça fait partie des choses intéressantes. L'important, c'est de se le dire et puis de savoir ce qu'on fait. C'est d'autant plus important que, comme tu l'as cité tout à l'heure aussi, il y a cette idée absolument lamentable qui consiste à dire que quand on est dans l'exécution, alors j'y reviendrai à nouveau tout à l'heure, quand on est quand on est quelqu'un qui est classé dans la catégorie ouvrier, employé, machin, donc personnel d'exécution, on croit qu'il ne fait qu'exécuter des gestes ou des je sais pas trop quoi, des mouvements. Non, ça c'est pas la question. Tout ça, ça peut valoir aussi bien pour un ingénieur d'une grande école prestigieuse aristocratique de Paris que pour, je dirais, le dernier des clampins ouvriers. C'est pas lié à des échelles comme ça. J'ai une question, un truc qui m'interpelle sur ce que tu as dit sur les niveaux de performance relatifs aux moyens dont on dispose pour former les personnes. On est confronté à un certain paradoxe. Eh oui. Par rapport au niveau de performance à atteindre sur certains métiers qui se complexifient, oui, et avec des moyens qui ne varient pas. Donc, comment raisonner tout ça? Sur quoi se centrer finalement par rapport à tout ça? Oui. Alors, je n'ai pas dit que c'était comment dire, de ce point de vue-là, je n'apportais pas de solution. Oui, oui, non, mais effectivement, le fait de le penser comme ça révèle le problème. Et je l'avais proposé à un moment donné pour justement
quand on a des commandes, alors quand on a des commandes qu'on peut moduler, hein, pas des commandes d'État ou de collectivité qui, de toute façon, c'est même moyen, même durée, voire un peu moins de durée. Mais quand on peut moduler avec une entreprise ou quelqu'un qui achète de la formation et pour qui on construit quelque chose, c'est intéressant pour se repérer en disant, au fond, vous faites quel choix à partir de là? Ah ben de toute façon, oui. Ben, je pense que de toute manière, les choix, ils se font. Donc la question, c'est dans quelle mesure on intervient dans les choix qui se font. Ben, comme je ne crois pas que nous sommes maîtres complètement de notre activité, je dis bien des choix se font et dans quelle mesure on peut contribuer aux choix qui se font. Des fois, pas beaucoup. La façon de le dire est importante sur le mode de pensée. Et je suis d'accord avec toi. Hein. Mais alors, précisément, quand on avait développé l'idée du critique, des compétences critiques ou des situations critiques, c'était cette idée que toutes les situations d'un même métier ou toutes les tâches d'un même métier ne se valent pas. Mais elles ne se valent pas au sens de l'apprentissage ou de la complexité. Oui, je sais, j'ai bien vu. Et elles ne se valent pas au niveau de la complexité ou de la formation. Il y a des tâches qui demandent beaucoup plus de temps. Donc peut-être que c'est là-dessus qu'il faut masser. Bon, je regarde. On va peut-être faire une petite pause. C'était pour le technicien. Ça va, Eric ou...